Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de la formation à la fonction d'habitologue. Je vous ai déjà présenté la formation dans la globalité de l'approche dans une précédente vidéo et je vous avais dit que je vous donnerais des informations sur les déroulés plus précisément, et là je vous apporte des informations sur la première semaine dédiée au confort thermique. Nous en avons passé 4 sur le confort thermique. Et donc la première semaine, nous avons abordé les bases de ce confort thermique, et en tout premier, les ressentis de confort thermique. Nous avons abordé ensuite les transferts de chaleur par rayonnement, puis les transferts de chaleur par conduction, les transferts de chaleur toujours mais par convection, puis le déphasage, l'inertie thermique, les grandes oubliées que sont l'effusivité et la diffusivité, la combinaison de toutes ces capacités et enfin les apports thermiques passifs. Alors, les ressentis de confort, donc chacun de ces points, je vais vous le présenter en 3 ou 4 slides, sachant que la semaine complète a été délivrée sur 11 vidéos. Donc il est bien évident qu'avec une seule vidéo, forcément ça va être un survol. Mais vous allez voir les points qui ont été abordés. Donc les ressentis de confort, la base, eh bien, c'est que le confort, quel qu'il soit, relève du subjectif. Et que, en termes de confort, c'est beaucoup plus souvent par l'inconfort qu'on aborde le confort, l'absence de confort ou un inconfort qui vient perturber le ressenti global de confort. Et donc, la température ressentie dépend de divers éléments, et notre oiseau, là, qui se trouve à la fois sous la pluie et dans le vent, forcément qu'il ressent une température inférieure à celle qu'elle est, et c'est ce qu'on appelle la température ressentie, et c'est bien celle-là qui importe. Alors, qu'est-ce qui peut avoir une influence sur ces ressentis de confort? En premier, ce sont les courants d'air, donc des défauts d'étanchéité au vent, etc. Ensuite, l'humidité relative, donc tous ces points ont été abordés très en détail, et on va déjà les survoler assez rapidement. Donc, on a ensuite une température instable, donc des variations très rapides de température, des écarts de température importants entre divers points d'une même pièce, d'un même élément, et des différences de température importantes entre des pièces de même usage, mais qui communiquent entre elles. Alors, les corrections des ressentis d'inconfort, les corrections possibles, c'est le renouvellement d'air, bien sûr traiter les fuites, stabiliser la température, uniformiser les températures, et si on n'a pas réussi à corriger avec tous ces éléments-là, ou à avoir de l'impact sur ces éléments-là, eh bien on va chauffer plus, mais ça, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus pertinent. Alors, les transferts de chaleur par rayonnement, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qui est à la base du rayonnement? Ce qui le provoque, c'est la dissipation de la chaleur. Et donc ce rayonnement peut être source de confort, et son absence de rayonnement, source d'inconfort. Et donc, quand on parle de confort, enfin de rayonnement, on parle de rayons lumineux, et ces rayons vont de l'infrarouge à l'ultraviolet, et une infime partie est visible à l'œil humain. Et la partie qui nous intéresse en thermie, ce sont les infrarouges. Alors, les transferts de chaleur par conduction, maintenant, donc, sont exprimés via la lettre lambda. Vous en avez forcément entendu parler, vous avez vu ça sur les isolants dans les magasins, dans les publicités, etc. Et donc, le lambda, on exprime des watts par mètre par Kelvin. Est-ce que ce critère est fiable? Eh bien, malheureusement, non. Il varie en fonction de la température du matériau. Il est stable donc de moins l'infini quasiment à 23 degrés Celsius. Là, il est stable. À partir de 23 degrés Celsius, il commence à se dégrader, et au-delà de 27 degrés Celsius, on ne le maîtrise plus. Alors également, la teneur en eau du matériau isolant a une influence importante sur la stabilité du lambda, ainsi que le sens des fibres si on est face à un isolant fibreux. Alors, la répartition de la chaleur par la conduction se fait par
transfert par contact, hein. Et c'est une répartition à l'intérieur d'un matériau conducteur, tel qu'ici notre marmite dans laquelle on est en train de faire mijoter quelque chose. Les transferts de chaleur par convection, maintenant, qu'est-ce que la convection? Ce sont tout simplement des mouvements d'air qui sont provoqués par des différences de température entre un volume chaud et un volume froid, sachant que l'air chaud se dilate et qu'on a donc moins de particules dans un mètre cube, il est plus léger et il monte, hein. Ce qui provoque donc des mouvements, et dans la nature on appelle cela du vent, et dans les maisons on appelle ça de la convection, hein. Et donc là, je vous ai représenté ici des mouvements d'air entre une émission depuis un poêle, où l'air est chaud et il monte, il va au contact des parois froides, il se refroidit, il redescend. Alors, les effets de la conduction, eh bien, c'est du ressenti d'inconfort, déjà parce qu'il y a ce petit courant d'air qui est généré, puis parce qu'on a des variations de température, et pour les corriger, eh bien, le plus simple, c'est de s'habiller plus, hein. Mais on peut aussi avoir des actions pour faire que le point froid soit moins froid, et donc on aura moins besoin de chauffer, et s'il y a moins de différence de température, on corrige déjà passablement. Le déphasage thermique, maintenant, c'est quoi? C'est très important pour l'été, puisque c'est une influence sur la vitesse de transfert, et notre ami Coyote, là, hein, qu'on connaît tous, si lui, il gagne systématiquement parce qu'il va très vite, et bien en matière de déphasage, aller très vite, c'est malheureusement pas bon, hein. Et donc, ce déphasage dépend de la chaleur spécifique des matériaux, et il dépend également de la densité des matériaux et de la densité mise en œuvre, hein. Donc on n'a pas la même densité par exemple entre du granit et du bois, donc on n'a forcément pas les mêmes déphasages entre l'un et l'autre. Le lambda du matériau et son épaisseur ont aussi une influence, et donc en fonction du lambda et de l'épaisseur, il sera plus ou moins facile pour la chaleur de transiter, hein. Donc le déphasage dépend de tous ces éléments-là. L'inertie thermique, maintenant, ce qui en permet l'existence, c'est la chaleur spécifique des matériaux, c'est-à-dire leur capacité à accumuler de la chaleur. Les joules nécessaires pour faire gagner 1 Kelvin à 1 kg de matière. C'est ça, la chaleur spécifique, qui a été abordée aussi dans les cours. Alors, la densité du matériau également a une influence, hein, donc une influence même importante, hein. Et enfin, le volume mis en œuvre. Il est clair que face à un mur aussi imposant que celui-là, on va avoir de l'inertie, ça semble assez évident. Maintenant, l'effusivité, la diffusivité, ce qui les influence, c'est déjà le rayonnement. On a ensuite la conduction, donc le lambda, et la chaleur spécifique du matériau. Et donc, en fonction de tous ces éléments-là, on va avoir une plus ou moins grande effusivité, sachant que les intérêts de l'effusivité l'hiver, c'est qu'elle capte et réfléchit les rayonnements reçus, elle ne les laisse pas pénétrer à l'intérieur de la matière, et les intérêts de la diffusivité, par contre, elle capte les rayonnements, et donc comme un rayonnement que l'on arrête, c'est une diffusion sous forme de chaleur, hein, de cette énergie qui était contenue dans le rayonnement, eh bien cette montée en température va faire que notre matériau de surface va devenir plus chaud, et que donc s'il est plus chaud, il va également rayonner plus. Voilà ce que l'on peut dire de la diffusivité et de l'effusivité, vraiment très rapidement, hein, c'est vraiment des survols que je vous fais, hein. Maintenant, la combinaison de ces capacités, eh bien, si on les combine bien, on a une sensation de chaleur maîtrisée à une température contenue, été comme hiver, et on a un ressenti de confort en tout temps, et tel notre chat dans sa corbeille, eh bien, on est vraiment heureux, comme des coqs en pâte, hein. Quoique le coq en pâte, en règle générale, lui, il n'a pas son mot à dire. Mais là, notre chat a l'air d'être vraiment très heureux, et l'objectif, c'est d'arriver vers ça. Et donc, si tout est bien maîtrisé, on ne va pas faire appel à des systèmes actifs, hein, et tel notre flamant rose, là, voilà, la vis va se dérouler comme un long fleuve tranquille. Donc, on mélange, alors les intérêts de la combinaison du tout, eh bien, on mélange les moyens pour on ménage, pardon, les moyens pour les générations futures de faire face à leurs propres besoins, parce que en limitant nos consommations pour l'exploitation,
et en limitant nos consommations également pour la réalisation, puisque si on combine tout, on a moins besoin d'épaisseur, moins besoin de matériaux, eh bien ce sont autant de matériaux et de ressources d'énergie qui vont rester disponibles pour les générations futures. Alors également, on ménage notre biotope, puisque si on ne consomme pas d'énergie, eh bien, on ne va pas libérer grandement de gaz à effet de serre et on va donc, là encore, ne pas dégrader le climat. Hein, on ne va pas participer au dérèglement climatique, pardon, j'ai la langue qui fourche, hein, et donc c'est effectivement beaucoup mieux. Les apports thermiques passifs, maintenant, d'où viennent-ils? Donc ce sont les apports du rayonnement solaire via les menuiseries. On a également un apport de rayonnement solaire via les toits et via les murs. Et donc, alors voilà, les toits apparaissent maintenant, bon, bah, c'est une petite erreur. Hein. On a également un apport du fait du sol. Hein, je ne l'ai pas noté là, mais le sol est tout naturellement, au-delà de 1,50 m à 2 m de profond, aux environs de 12-13 degrés. Et c'est un apport qu'il ne faut pas négliger. Hein. Les apports de rayonnement solaire, toujours, et maintenant, l'objectif, c'est de se poser la question comment stocker l'énergie ainsi captée. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Alors, si notre approche vous plaît, ce que j'espère, bien évidemment, nous allons avoir des sessions prochainement, hein, donc de cette formation, et pour en être informé, vous pouvez vous inscrire sur le blog Soigner l'habitat, qui est mon blog, et donc qui va nous permettre de vous informer prioritairement de la mise en route de ces futures sessions. Alors, cette vidéo a pu être faite grâce à la participation de mes partenaires financiers, que je remercie vivement, à commencer par Planète Énergie, qui est une entreprise qui travaille dans l'efficacité énergétique, dans les travaux, dans l'analyse des besoins, la réalisation des travaux. Elle est implantée dans le 77 et elle rayonne sur toute la région parisienne. Je vous les recommande vivement. Nous avons également pour partenaire Gramitherm, qui est un fabricant d'isolants biosourcés à base d'herbes, qui fabrique donc des isolants en panneaux, et comme tous les isolants biosourcés, ils ont d'énormes qualités, et si vous prenez contact avec eux, ils pourront satisfaire vos besoins. Et enfin, Air Energy, qui est une entreprise alsacienne, laquelle est implantée donc en Alsace, hein, et elle aborde l'efficacité énergétique via ce qu'on appelle la rénovation globale, et cette entreprise développe une sorte de franchise pour justement avoir plusieurs points, de nombreux points sur la France. Alors, ces trois partenaires, je vous ai mis leurs liens dans le descriptif de la vidéo. Merci de m'avoir écouté jusque-là, et puis à la prochaine retransmission.